Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour 10 minutes d'actualité internationale. Avec au sommaire de ce 7 décembre, la guerre à Gaza, 2 mois d'affrontements meurtriers entre le Hamas et Israël et le bilan humain est catastrophique. La crise entre le Venezuela et le Guyana est également à la une. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence. La COP28 à Dubaï, nous nous intéresserons dans ce journal à la pollution liée au transport maritime. La plupart des marchandises que nous consommons transitent par bateau. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Il y a 2 mois, jour pour jour, c'était le 7 octobre, au petit matin, des combattants du Hamas menaient une attaque de grande ampleur en Israël, faisant au moins 1200 morts. Depuis, la bande de Gaza et ses habitants sont soumis à d'intenses bombardements. Selon un dernier bilan communiqué il y a quelques heures par le ministère de la Santé du Hamas, 17 177 personnes sont mortes côté palestinien. Et c'est aujourd'hui notamment la grande ville du sud de la bande de Gaza, Khan Younes, qui est au cœur des combats. Tamara Al-Rifai est porte-parole de l'agence de l'ONU d'aide aux réfugiés palestiniens et elle tire un premier bilan humanitaire catastrophique. 85% des gens à Gaza ne sont plus chez eux, avec plus de 50% des logements à Gaza détruits, surtout dans la partie nord. Ce que me rapportent mes collègues sur le terrain, c'est des Gazaouis très très anxieux, qui ont peur, qui ont faim et qui ne savent plus où aller, d'autant plus que depuis la fin de la pause humanitaire, nous assistons à un mouvement de déplacement très 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 intense. En plus de leur anxiété, de leur peur, de leur faim, c'est une population en deuil, y compris d'ailleurs nous-mêmes à l'UNRWA. Nous sommes aussi en deuil pour avoir perdu jusqu'à hier soir 132 collègues. Nos collègues de l'UNRWA à Gaza, 13 000 personnes, sont pour la plupart des Gazaouis. Et ils ont perdu, comme les autres Gazaouis, des membres de leur famille ou bien, comme dans le cas de mes 132 feux collègues, ils ont été tués eux-mêmes. Des propos recueillis par Henriane Verdier. L'ONU, qui par ailleurs se penche demain sur la crise entre le Venezuela et le Guyana. Nous sommes en Amérique du Sud. Une réunion d'urgence est prévue par le Conseil de sécurité des Nations Unies concernant l'Essequibo. L'Essequibo est une région riche en pétrole sous administration du Guyana, mais revendiquée par le Venezuela. Hier, l'armée brésilienne a déployé un renforcement militaire sur place. La politique migratoire au Royaume-Uni et la fermeté de son Premier ministre. Rishi Sunak a promis de faire baisser le nombre d'hommes et de femmes qui veulent venir vivre au Royaume-Uni. Il veut aussi expulser les étrangers illégaux. Pour cela, il a passé un accord avec le Rwanda. Son idée, renvoyer les migrants par avion vers ce pays d'Afrique. La justice lui a déjà dit que son projet était contraire à la loi britannique, mais le Premier ministre ne veut pas en rester là. Nous ferons décoller ces avions avec des migrants à bord, a-t-il encore répété aujourd'hui. Emeline Vin est à Londres pour RFI. La justice a rejeté son projet visant à envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Alors, Rishi Sunak présente un projet de loi pour contourner la justice. This bill gives Parliament Ce texte permet au Parlement de graver dans la loi que le Rwanda est un pays sûr. Le Parlement est souverain, il doit pouvoir prendre des décisions que la justice ne peut pas défaire. Les conventions internationales de droits humains n'ont pas été écrites pour empêcher un État souverain d'expulser des migrants illégaux vers un pays qu'il juge sûr. En clair, le gouvernement respecte le jugement, mais il le rend invalide devant la loi. Autre mission pour le Premier ministre, convaincre les députés les plus à droite de son parti
qui voulait que le Royaume-Uni quitte les conventions internationales des droits humains. Malgré cette nouvelle loi, la Cour européenne des droits humains de Strasbourg peut encore nous poursuivre. Je ne laisserai pas une cour étrangère empêcher les expulsions. Si la Cour de Strasbourg choisit d'intervenir contre le souhait du peuple britannique, je ferai le nécessaire pour que les expulsions se tiennent. Avec ce nouveau projet, plusieurs élus, dont d'anciens ministres, remettent en cause l'autorité de Rishi Sunak. Ils estiment que le chef du gouvernement va leur faire perdre les élections de l'année prochaine. Emeline Van Londres, RFI. Nous connaissons la date de la prochaine élection présidentielle en Russie, prévue le dimanche 17 mars 2024. Alors même s'il y a peu de doutes encore sur sa candidature, Vladimir Poutine, 71 ans, devrait être candidat. À noter aussi que l'élection se déroulera l'année prochaine également dans les régions ukrainiennes récemment annexées par la Russie. Les journaux en français facile. En français facile. La COP28. Arrêtons-nous dans ce journal sur l'un des thèmes évoqués, débattus à la conférence sur le climat de Dubaï. Le transport maritime ou la circulation par la mer de marchandises. L'un des défis du secteur est la décarbonation, à savoir comment moins polluer, sachant que plus de 80% des marchandises échangées dans le monde sont transportées par bateau. Le défi est donc de taille. Envoyé spécial à Dubaï, Pauline Glaise. 99% de la flotte mondiale navigue au fioul. Pour le remplacer, Morten Christiansen, en charge de la transition chez Maersk, énumère les pistes. On peut utiliser du biodiesel, c'est déjà disponible, mais en volume très limité. On peut aussi utiliser du biométhane ou du méthanol vert et très probablement, on pourra bientôt utiliser de l'ammoniac, mais c'est toxique. Maersk a déjà commandé 25 containers au biométhanol, mais n'a sécurisé que la moitié du carburant. Au-delà de la disponibilité, le coût reste un obstacle. L'année dernière, notre facture de carburant s'élevait à 8 milliards de dollars. Avec du biocarburant, il faut doubler ou tripler cette facture. Donc vous faites faillite assez vite. Avec le temps, les prix baisseront. Dans une déclaration pendant la COP28, 5 mastodontes du secteur ont promu une sorte de taxe carbone pour réduire l'écart. Parmi les autres options envisagées, l'efficacité énergétique. Émilie Espané de la coalition New Energies, comprenant CMA, CGM, Engie ou encore Total Energy. On travaille sur des navires de plus en plus connectés pour mieux réduire les vitesses des bateaux quand il faut. On ne pourra pas aller au-delà de moins 20 à moins 30%. Donc il faut des carburants renouvelables pour compenser tout ça. Des biocarburants qui peuvent faire concurrence à d'autres usages des terres. Selon le World Resources Institute, à l'horizon 2030, seulement 29% des terres cultivées serviront à nourrir directement les hommes. Un sujet signé Pauline Glaise, envoyée spéciale d'RFI à Dubaï pour cette conférence internationale sur le climat. Bonjour monsieur, bonjour madame, contrôle d'identité. En France, environ 47 millions de personnes entendent cette phrase, voire cette injonction chaque année. La Cour des comptes s'est penchée sur la question des contrôles d'identité. Cette haute juridiction française s'est interrogée. À quoi servent ces contrôles ? Comment se passe-t-il ? Olivier Sherman, bonjour. Bonjour. Un rapport à ce sujet que vous avez pu consulter est sorti aujourd'hui. Oui, c'est une première. Pour la première fois, en effet, il y a une véritable estimation du nombre de contrôles d'identité effectués chaque année par les forces de l'ordre. Les chiffres sont impressionnants. 47 millions de contrôles, 20 millions pour la gendarmerie et 27 millions pour la police. La Cour des comptes a donc compté les consultations du système d'information de la gendarmerie, de la main courante informatisée de la police, du fichier des personnes recherchées et du système national des permis de conduire. Impossible de connaître l'origine des personnes contrôlées. Les statistiques ethniques sont interdites en France, mais un sondage sur 5000 personnes réalisé par les équipes de la Défenseure des droits en 2016 avait établi que les jeunes gens noirs ou arabes avaient une probabilité 20 fois plus élevée que les autres
d'être contrôlés. Pour éviter tout contrôle discriminatoire, il existe pourtant une solution qui paraît relativement simple, le récépissé. Comme au Royaume-Uni où les contrôles avec palpation sont enregistrés systématiquement et donnent lieu à la remise d'un récépissé. Des bordereaux qui ont fait fortement baisser le nombre des contrôles et des disparités entre populations contrôlées. Olivier Sherman dans ce journal en français facile. Merci à vous et merci également de nous avoir écoutés.